Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, la visite de travail du président ivoirien en Belgique. Alassane Ouattara participera entre autres activités au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Un séjour au cours duquel le chef de l'État s'entretiendra avec le roi des Belges, Sa Majesté Philippe et le président du Conseil européen Charles Michel. Lundi 14 février 2022, c'est le jour de la Saint-Valentin, un événement qui ne peut passer sous silence pour les amoureux. Pourtant, dans la vie quotidienne, la magie de l'amour n'est pas toujours au rendez-vous. Au fil des années, les pratiques ont beaucoup évolué dans la manière d'exprimer ses sentiments et émotions. Vous le verrez dans ce journal. Et puis à l'étranger, toujours sous le coup des sanctions de la CEDEAO, le Mali fait face à une inflation généralisée. Certains commerçants dont les produits ne sont pas impactés par la fermeture des frontières font de la spéculation, entraînant ainsi une flambée des prix des produits de grande consommation. L'UEMOA a annoncé que le Mali a été dans l'incapacité de payer sa dette de plus de 17 000 milliards de francs CFA sur le marché sous-régional. 17 milliards. Tout d'abord, ces images qui nous viennent de Bruxelles depuis ce lundi, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, avec à ses côtés la première dame Dominique Ouattara, a entamé une visite de travail. Alassane Ouattara participera au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Plusieurs rencontres sont également prévues au menu de ce séjour, notamment des entretiens avec le roi des Belges, Sa Majesté Philippe, et le président du Conseil européen, Charles Michel. Concernant la rencontre Union africaine-Union européenne, plusieurs thématiques seront à l'ordre du jour à ces assises. Le financement de la croissance, le système de santé, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique. Pour rappel, ce 5e sommet se tient après celui d'Abidjan de 2017. Ce séjour belge prendra fin le 18 février prochain. Dans le reste de l'actualité, on s'intéresse à la fête de l'amour célébrée aujourd'hui 14 février 2022. Un événement qui ne peut passer sous silence pour les amoureux. Pourtant, dans la vie quotidienne, la magie de l'amour n'est pas toujours au rendez-vous. Au fil des années, les pratiques ont beaucoup évolué dans la manière d'exprimer ses sentiments et émotions. Vous le verrez dans ce sujet de Nadia Edja, Aruna Zeba. Il dit non, allons manger, allons chauffer. Moi, je trouve que non, c'est éphémère, quoi. En la matière, on se souvient encore des techniques de drague à l'ancienne. Écrire sur un bout de papier un bon message pour donner à ton petit frère, d'aller remettre à la fille pour qu'elle tu es tombé fan. Et la jeune fille en question prend le bout de papier et après, voilà, elle lit et elle tombe. Voilà, amoureuse de Teddy. Pourtant, cette approche est jugée désuète par la nouvelle génération. Nos parents avant avaient cette technique bizarre qu'ils racontent aujourd'hui, qui nous font rire. L'histoire d'utiliser la langue de Molière, là, moi, ça je ne suis pas trop dedans. Si je croise une fille dans la rue, le même jour que j'arrive à la draguer, c'est le même jour que je prends ma réponse. C'est l'argent. Maintenant, quand l'argent ne drague plus. Maintenant, tu fais tout ce que tu veux, tu écris les lettres, tu envoies fleurs, tout ça, c'est zéro. Tu as l'argent un peu, tu mets, c'est bouclé. C'est la base. Aller droit au but, une situation qui s'explique selon ce sociologue. La société humaine a évolué. L'impatience est liée au fait que les modèles de vie sont aujourd'hui portés par, on a dit, les stades du numérique. Or, il y a un des facteurs essentiels qui caractérisent le numérique, c'est la rapidité. Pourtant, à l'en croire, négliger cette étape de découverte progressive n'est pas sans conséquence sur la consolidation des ménages. Dans son cabinet, Nel Jamila, coach certifié, reçoit fréquemment des couples en difficulté. En général, c'est pour comprendre des fois les problèmes d'infidélité. Pourquoi est-ce qu'un homme pourrait être infidèle à une femme qui dit qu'il aime? Pourquoi est-ce qu'une femme pourrait manquer de respect à un homme qu'elle dit qu'elle aime? Et il y a des personnes qui viennent aussi pour parler des problèmes au niveau de la finance, la gestion du couple. Selon des statistiques récentes, on enregistre en 2020 1668 demandes de divorce, dont 33% introduites par l'homme, 27% par la femme et 40% en demande conjointe. Au sein de la population, alors que se célèbre la Saint-Valentin, son apport dans la vie de couple est diversement apprécié. Est-ce qu'on a besoin de Saint-Valentin pour qu'il puisse me dire qu'il m'aime? C'est une manière de nous faire gaspiller de l'argent. Les gens se tuent pour rien, pour ça. Moi aussi, il n'a pas fêté Saint-Valentin, bien il n'a pas fêté Saint-Valentin, il n'y a pas amour, il n'y a pas ceci. Ce sont des bêtises. Le jour, il partait te draguer. Est-ce qu'il a attendu Saint-Valentin pour te draguer? Pour la coach, le plus important dans cette célébration, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions.
Ne pas attendre que les cadeaux ou s'habiller en rouge, c'est pas ça le plus important. Il faut faire un mea culpa pour voir est-ce qu'on est au bon niveau dans la relation qu'on a. Et si on est au bon niveau, tout le reste, ça coule de source. Quoi qu'il en soit, la célébration de l'amour a encore de beaux jours. Au cours de ces dernières années, le taux de mariage est allé crescendo. 30 554 en 2018, 31 541 en 2019 et 27 331 en 2020, malgré l'annulation de plusieurs célébrations civiles du fait de la Covid-19. La Saint-Valentin de plus en plus marquée par les échanges de cadeaux entre amoureux dans la capitale économique ivoirienne. Les amoureux se sont rués vers les magasins et boutiques. Aussi, il y a ceux qui sollicitent les services de prestataires particuliers à travers des services de livraison. Une fête qui profite aussi bien à ses opérateurs économiques comme nous le montrent Brice Niawa, Mathurin Badé et Aruna Zeba. La Saint-Valentin, la fête des amoureux, et offrir un cadeau à son partenaire est essentiel dans la célébration du 14 février. Dans les rayons et boutiques de ce centre commercial de Marcory, c'est un défilé incessant des clients. Je suis venue acheter quelques roses pour mon amoureux, pour lui prouver que je l'aime. Je l'aime sincèrement. Si l'amour est une chose qui se vit au quotidien, pas question de laisser passer ce rendez-vous annuel. Saint-Valentin, c'est une fête rituelle. Tout le monde est habitué. À la date prévue, chacun s'attelle à faire les petites courses pour offrir à sa destinée un petit présent. Même ambiance dans cette autre boutique à Cocody. On fait le choix qui plaira à son ou sa partenaire. Je suis là pour faire la surprise à la femme de mon frère. Comme il n'est pas sur place, il m'envoie. Elle aime beaucoup les parfums qui sont fruités, donc j'ai trouvé un beau parfum. Être sûr que ce que je choisis lui fait plaisir et partager ce moment-là avec elle fait partie de la célébration de Saint-Valentin. Je suis venue acheter un petit cadeau à bébé et pour moi-même, parce que la fête de Saint-Valentin, c'est pas seulement la fête des amoureux, mais aussi la fête de l'amour, en fait, enfin l'amour de soi. Direction Plateau, sous ce chapiteau installé pour la circonstance. Chez nous ici, c'est pas téléphone. La plupart, c'est pas téléphone. Le client il appelle, puisqu'il est habitué à nous. Il appelle, il dit Laurent, je veux tel compo, je veux une compo de 100 000. Arriver dans tel endroit, On n'a pas besoin spécialement que le client soit au magasin physiquement. Dans ce marché ponctuel de l'amour, les services de livraison ne sont pas en marge. Depuis matin jusqu'à l'heure, la 22e livraison. Je peux dire que c'est le commencement même qui est là. Voilà, puisque je vais livrer jusqu'à 23h comme ça. Nous sommes habitués à une clientèle qui s'est fait plaisir et qui sait offrir des cadeaux, qui sait être présente lorsqu'il faut. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. La célébration de la Saint-Valentin n'est pas perçue de la même façon qu'on soit au village ou en ville. Justement, les populations de Naprayo ont reçu la visite de l'une de nos équipes, c'est dans la sous-préfecture de Guy-Bérois. Mardoché Kouassi, Mathurin Badé leur ont posé la question. Ils nous livrent dans ce reportage leur perception de la fête des amoureux. Ce sexagénaire polygame, originaire d'un village voisin à celui de Niaprayo, a une façon assez particulière de célébrer la Saint-Valentin avec ses deux conjointes. Moi, je suis marié à 2 femmes. C'est vrai, chaque femme a son jour. Ouais. Mais ce jour-là, c'est pour les deux. Moi, chacune a sa tribune dans sa chambre. Ouais. Mais ce jour-là, on est au salon. Après avoir regardé le film, comme il y a une terrasse, on se retrouve au dehors. Ce jour, même s'il y avait des griefs entre les deux, ce jour-là, tout ça, ça veut dire on parle de tout ça et puis on ternit. Et en même temps, ça veut dire qu'on recommence de nouvelles bases. Moi, c'est comme ça, je fête ma Saint-Valentin avec mes 2 épouses. La jeunesse du village a elle aussi sa façon d'appréhender la fête des amoureux. Et c'est le président de cette jeunesse qui en parle le mieux. Pour lui, il n'est pas question de parler de travaux champêtres ce lundi. Moi, même pas au champ, mais on dit la Saint-Valentin, il faut quoi au champ? On dit, même tous ceux qui sont au campement là, ce jour-là même, là, ils ne vont pas aller à leurs besoins. Non. Parce que chez nous, les bêtés, là, on fait les rizières. Bon, quand le riz est sorti, c'est mûr, les oiseaux vont bouffer ça. Ce jour-là, l'oiseau n'a qu'à prendre un riz là. Non, on dit Saint-Valentin, fête d'amour. Tu t'en veux quoi au chat? À côté de ces adeptes de la Saint-Valentin, il y a ces femmes, pour qui cette fête est un non-événement. Pour elles, c'est un jour comme les autres. Il n'a rien fêté ça, c'est les vraies fêtes là, il fait.
Pour moi, c'est pas vrai fait tout. Vous voulez ici, nous on fait rien. Ouais. Et bien, ça c'est un peu dur, hein, parce que c'est rare. Quand nous, en fait, ici, on est là, nous sommes là, on fait rien de spécial. Mon père, tu as nos petits poulets pour manger, c'est fini. Chez nous, c'est ça qui est la fête, à part, c'est pas autre chose. La Saint-Valentin s'est enracinée dans les mœurs des Ivoiriens. Célébrée auparavant qu'en zone urbaine, la fête des amoureux s'installe petit à petit dans nos villages et hameaux. Dans l'actualité sécuritaire, cet échange entre les armées ivoiriennes et guinéennes dans le cadre de la sécurisation des frontières, c'est le fruit de l'opération Frontières étanches lancée par le commandement de l'armée ivoirienne. La rencontre a permis d'échanger des informations et briser le mur de méfiance entre soldats des postes frontaliers. Salif Yalekwe. On ne vit pas à l'aise. Les Guinéens, aujourd'hui, ce sont eux seuls maintenant qui viennent sur le terrain pour dire que c'est leur zone, que c'est leur territoire. Et même à l'heure où nous sommes, ils sont encore quittés dans la zone encore pour revenir encore à côté du village, ici à 7 km à l'heure où nous sommes, pour dire que le coin les appartient. Donc vraiment, on ne vit pas à l'aise. Et à chaque fois, quand ils prennent nos parents, ils savent les mettre en prison et ils exigent une somme. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, vraiment nous demandons pardon au président de la République de matérialiser la frontière de Gopouta et la Guinée comme la frontière de Bas-Pleu, ou comme tous les pleux. Vraiment, il faudrait que si la frontière est matérialisée, nous soyons en paix. La frontière non matérialisée cause d'énormes difficultés et d'incompréhension entre militaires guinéens, population. Pour faire baisser les tensions, le bataillon de sécurisation de l'ouest de l'armée ivoirienne a entrepris une tournée dans la zone. Objectif, s'imprégner des difficultés des populations, les apaiser et faire taire les rumeurs d'attaques d'hommes armés. Nous sommes bien sûr en Côte d'Ivoire et aucun, comme vous l'avez constaté, aucun des postes n'a été délogé par l'armée guinéenne. Et moi, je fais le tour, c'est pour rassurer nos hommes qui sont sur le terrain. Une visite a été initiée sur le pont situé sur la rivière Roué, frontière naturelle des deux pays, pour rencontrer un détachement de l'armée guinéenne venu de Nzéré-Koré. Cette tournée rentre dans le cadre de l'opération Frontières étanches, initiée par le haut commandement de l'armée ivoirienne. Les deux parties ont promis se rencontrer à nouveau pour dissiper les malentendus, pour une vie paisible entre les populations. La question de l'accès au sang en Côte d'Ivoire demeure un défi majeur pour les populations. Le Centre national de transfusion sanguine, créé par le gouvernement pour la collecte, le traitement et la distribution du sang, fait face à de nombreux challenges dans l'accomplissement de ses missions. Faut-il le rappeler, le pays fait face à un déficit constant de produits sanguins, avec toutes les conséquences qui vont avec. L'une de nos équipes de reportage nous plonge dans l'univers du circuit de collecte, de traitement et de distribution du sang en Côte d'Ivoire, entre altruisme et business. Un dossier de Mardoché Kwasi et Tanguy Conan. En 2015, il y a ma soeur qui est tombée gravement malade et on était au sud de Trècheville. À un moment donné, on avait besoin de 2 poches de sang. On allait à la banque de sang, il n'y avait pas. On a essayé d'appeler un peu partout nos connaissances, voilà, pour pouvoir entrer en possession d'une poche de sang. Et ces différentes structures-là nous parlaient d'une histoire de 70 000, de 100 000. Vraiment, c'était compliqué pour réunir cette somme-là. Finalement, je suis retournée à la banque de sang. J'ai voulu donner et puis ils allaient être traités pour qu'on puisse faire la transfusion. Au moment où ils ont accepté, on s'apprêtait à faire, j'étais décédée. Comme Lydie, de nombreuses personnes perdent leurs parents malades, faute de sang ou parce qu'ils coûtent trop cher pour leur bourse. Cette dame, elle, a eu plus de chance. Internée au CHU de Cocody, sa sœur a dû user de ses relations pour lui obtenir la poche de sang supplémentaire dont elle avait besoin et se faire transfuser dans les locaux de l'unité thérapeutique transfusionnelle du Centre national de transfusion sanguine. La petite sœur d'Épanocyté, elle avait déjà reçu 2 poches de sang et hier on devait encore lui donner une poche. Et puis malheureusement la poche ne venait pas. J'ai dû signer un engagement pour sortir avec elle et venir ici. Effectivement, nous sommes arrivés, on a été pris en charge. Le Centre national de transfusion sanguine dispose de 27 postes de travail repartis sur toute l'étendue du territoire national. En outre, des équipes mobiles du CNTS se déplacent vers plusieurs structures et groupes constitués pour collecter le sang. Malgré cela,
le déficit en produits sanguins demeure une réalité. Une réalité qui s'explique certes par la forte demande, mais aussi par le business qui se développe autour de cette activité, notamment la sortie frauduleuse de poches de sang. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas encore le nombre requis de donneurs qui puissent satisfaire l'ensemble des demandes de sang des hôpitaux. La seconde difficulté réside dans le fait que les équipes du Centre national de transfusion sanguine ne sont pas en nombre suffisant. Ensuite, en termes de moyens financiers, il faudrait des financements additionnels, aussi bien étatiques, mais également de tout ce qui est partenaire au développement, des bailleurs. Quand quelqu'un te contacte, il dit qu'il a du sang, que c'est sorti de la banque de sang. S'il n'y a pas de bordereau, il n'y a aucun hôpital qui peut le prendre parce que même si ça sort de là-bas, c'est sorti de manière illégale. C'est comme si on est en train de les aider dans ce qu'ils sont en train de faire. Quand il n'y a pas de bordereau, c'est comme si moi je te livre une marchandise aujourd'hui. Toi, tu payes. Je sais que c'est quitté dans ce magasin, mais je n'ai pas de bon de livraison. Ça veut dire que peut-être que j'ai volé cette marchandise pour aller te donner. Mais même pour le peu de sang disponible, le prix élevé constitue bien de fois un véritable casse-tête pour les malades et parents de malades. Lorsque vous venez faire un poste de don, que vous avez besoin de sang, certaines personnes rentrent dans votre inbox directement, vous disent on a du sang, mais la poche c'est tant, la poche c'est X. La plupart du temps, quand les gens envoient de l'argent, le gars disparaît. J'étais avec mon petit frère au CHU de Trashville. Après quelques jours, on nous a dit qu'il avait besoin de sang. Maintenant, on est allé à la balle là-bas, des sangs, on dit vraiment son sang là, il n'y en a pas, que ça manquait. Donc il y a un vigile, il nous a dit d'aller, il y a une clinique à Trashville, il m'a montré là-bas qu'on a qu'à aller faire un tour là-bas. Maintenant, je suis allé là-bas, on nous a dit oui, il y a son sang qui est là, mais une poche fait 150 000. On avait vraiment besoin d'au moins deux poches quoi, de sang au minimum. On a négocié fatigué. 250 000, ils n'ont pas accepté. Des situations que ne nie pas la direction du Centre national de transfusion sanguine, qui appelle les victimes de surenchère et les parents ayant connaissance de la sortie frauduleuse de sang à les dénoncer. Ce mécanisme de fraude, en ce qui concerne le Centre national de transfusion sanguine, à notre sein, nous n'avons pas connaissance de ces situations. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça pourrait exister, mais si ça existait, l'État a mis en place des mécanismes où les personnes qui sont victimes de ces situations de fraude peuvent venir le notifier, le signaler, afin que des enquêtes soient menées. Malgré tous ces défis auxquels il doit faire face dans son fonctionnement quotidien, le Centre national de transfusion sanguine travaille chaque jour à combler le déficit en produits sanguins. Chaque année, ce sont environ 165 000 poches de sang qui sont prélevées pour un objectif annuel de 250 000 poches, d'où la nécessité de continuer à se mobiliser pour donner son sang. Aussi, pour s'assurer de la qualité de ce sang, les autorités ont déployé de grands moyens pour son traitement, afin d'offrir aux populations du sang sécurisé. Il est possible de se retrouver en situation de handicap suite à un tragique coup de la vie et ne pas sombrer dans les larmes, le dépit et surtout la mendicité. C'est la leçon de vie qu'un jeune diplômé en gestion de projet reconverti ces derniers mois en promoteur d'une ONG partage à travers ses actions, mobilisation de vivre et non-vivre, visite en famille, montage de projets d'entrepreneuriat et surtout atelier de coaching sans autant de terrain sur lequel il est très actif à Koumassi Campement dans la distraction. Qui est ce jeune qui refuse de voir en tout un handicap, un frein à la réussite sociale? Coup de projecteur sur son profil dans ce sujet de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. Koumassi Campement. C'est là que ce promoteur d'une ONG s'est établi depuis 1 an maintenant. Son activité, l'animation de comptes privés. Juste de quoi lui permettre de ne pas tendre la main et disposer de fonds pour voler au secours d'autres personnes vivant avec un handicap, un monde dans lequel il a basculé à 4 ans. Fauché à l'époque par un camion de ramassage de déchets. C'est un accident qui s'est produit avec un camion de salubrité. Je jouais avec des amis, c'est là que l'accident s'est produit. Depuis lors, raillerie et commérage meublent son quotidien. Les yeux embués certes, mais point question pour lui de s'abandonner dans les larmes, se laisser ranger par le dépit et sombrer dans la lassitude. À force d'abnégation, il décroche plusieurs diplômes dans le BTS en ressources humaines et communication et la licence en gestion de projet. C'est l'extérieur qui a un déficit.
Mais l'intérieur, Dieu a mis un potentiel. Et c'est ce potentiel-là que chaque handicapé doit prendre conscience qu'en lui, il y a des potentiels, qui peut libérer ce potentiel-là s'il travaille sur soi. Pour faire triompher ses valeurs, il crée une ONG. Son credo, redonner sourire à une couche vulnérable à travers des arbres de Noël, des soutiens à la scolarisation, mais aussi et surtout des ateliers de coaching. Cap sur Koumassi, EPP BAD, pour le retrouver sur ce front. À l'entrée, pensionnaires et parents sont accueillis. Place maintenant à la séance avec un message fort, réveiller son potentiel. Chers parents, je vous encourage de croire en vos enfants, qui sont aujourd'hui en situation de handicap. Ne dites pas que comme ils sont handicapés, donc pour eux c'est fini. Non, l'handicap n'est pas un frein à la réussite sociale. Cet activisme ne laisse pas indifférent. Des bénéficiaires y voient une école de vie qui rehausse leur morale quand des riverains conquis saluent un engagement citoyen à soutenir. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir de vraiment les voir nous soutenir les enfants handicapés. Vraiment, ça m'encourage beaucoup. Ça me donne beaucoup de courage. On a fait l'enfance ensemble au quartier ici. Il n'était pas comme ça auparavant. Il marchait comme nous. On jouait au ballon. C'est un accident qui est arrivé et puis tout est bafouillé. Mais il a pris le courage à 2 mains. Il s'est donné la force encore pour pouvoir se relever. Donc ce monsieur, il est en compagnie. Il ne s'est pas lui-même laissé abattre par son sort. Il a le sens de l'humanisme. Malgré ce qu'il a, il est très courageux. Quarantenaire, qui n'entend pas se laisser briser par les coups de la vie, le coach de ces enfants vulnérables nourrit l'ambition de créer un centre de formation en entrepreneuriat pour les personnes en situation de handicap. Un secteur, selon lui, porteur pour le plein épanouissement d'une couche sociale vulnérable. À l'étranger, toujours sous le coup des sanctions de la CEDEAO, le Mali fait face à une inflation généralisée. Certains commerçants dont les produits ne sont pas impactés par la fermeture des frontières font de la spéculation, entraînant ainsi une flambée des prix des produits de grande consommation. L'UEMOA a annoncé que le Mali a été dans l'incapacité de payer sa dette de plus de 17 milliards de francs CFA sur le marché sous-régional. Les précisions de Pierre Dipomela. Mahamadou Bagayoko est un boutiquier grossiste malien. À l'aide de sa calculatrice, il fait ses comptes. Dans son magasin, comme dans la plupart de ceux de la capitale, les prix se sont envolés. Une situation liée à l'embargo imposé à son pays par la CEDEAO depuis janvier 2022. En tant que commerçant, les prix ont augmenté. Il y a l'inflation générale, il y a l'inflation interne. Parce que l'inflation générale, les prix ont augmenté sur le plan international. Mais l'inflation interne, ça c'est dû vraiment à l'embargo. Lorsqu'il n'y a pas de marchandises sur le marché, alors que la demande de consommateurs est forte, le prix aussi va augmenter en fonction de ça. La situation du marché est vraiment précaire. Jadis, les prix des popotes étaient suffisants. Mais aujourd'hui, nous avons toutes les peines avec le prix des condiments. Aujourd'hui, à part les légumes, rien n'est abordable dans le marché. Ni oignons, ni d'huile, la viande, n'en parlons pas. On se demande les raisons, mais il y a vraiment une hausse des prix. On parle de l'embargo aujourd'hui, mais c'était bien avant cela. Le jeu de la spéculation, une pratique qu'affectionnent les commerçants véreux pour tirer le maximum de profit de cette situation de crise, selon cet économiste. Évidemment, il y a la quantité de stock qui est connue par des services compétents, en l'occurrence la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Mais il y aura de la rétention obligatoirement parce que la spéculation est un phénomène naturel. Donc quelques opérateurs économiques risquent d'anticiper et ne pas mettre leur stock sur le marché en se disant que les prix peuvent augmenter bientôt. Les organisations de la société civile, elles, donnent de la voix et appellent les Maliens à se serrer les coudes pour surmonter cette difficile épreuve. Vu que le Mali passe un moment décisif, maintenant on doit se donner la main. Il n'y a pas une question de population, il n'y a pas une question de transition. Et nous devons se donner la main pour lutter contre cette cherté de la vie. Et maintenant, moi je lance l'appel aux endroits de commerçants qu'ils revoient les prix à la baisse pour que la population, nous, population,
puisse surmonter ce moment capital de notre histoire. Le Mali s'est retrouvé dans l'incapacité d'honorer des remboursements de plus de 30 millions de dollars, soit plus de 17 milliards de francs CFA, empruntés sur le marché ouest-africain, selon l'UEMOA. Est-ce un signe de l'asphyxie de l'économie sous le poids de l'embargo de la CEDEAO? Le ministère malien de l'économie a plutôt assuré que le récent défaut de paiement sur le marché sous-régional était dû mécaniquement aux restrictions ouest-africaines et non à un manque d'avoir. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.